Alors, l'enregistrement est lancé. Ça m'a dit que ça lance dans le cloud l'enregistrement, donc j'espère que tout sera OK. Alors, bonjour tout le monde, tac, tac, tac. On va pouvoir démarrer tranquillement, le temps que les personnes arrivent au fur et à mesure. Déjà, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, voilà, ce qui vous a intéressé sur cette thématique. Et nous, on va pouvoir démarrer. Delphine, Aurélie, Anthony, ça va depuis tout à l'heure. On a fait les réglages techniques normalement. Ça va, ça va. Très bien. Alors, bienvenue à tout le monde sur ce live, le premier live Head for Good de la semaine. Alors, avant de se lancer pleinement dans le sujet, déjà, merci à tout le monde d'être présent. Bienvenue dans cette table ronde d'Head for Good. On va vous dire un petit peu après c'est qui Head for Good, ce qu'on fait. Mais avant tout, on va présenter le sujet et les personnes qui sont ici présentes pour parler de ce sujet avec nous. Donc, au niveau du programme, d'abord, on va faire une petite introduction et ensuite, on va prendre un vrai temps de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais ça, je le répéterai tout à l'heure, justement. Et nous, on a préparé quelques questions également. Le sujet du jour. Alors, être parent solo, trouver l'équilibre pro-perso sans s'arracher les cheveux. Alors, on ne garantit pas que ce sera un live où on ne s'arrachera pas les cheveux dans les réponses. On va dire que c'était plutôt pour le titre. Mais on avait vraiment envie de parler de cette thématique parce que, notamment chez les freelances, on va retrouver beaucoup de personnes qui finalement sont aussi parents solo, du côté aussi des salariés. Nous, chez For Good, c'est une thématique qui revient assez régulièrement et on voit toutes les difficultés que les personnes peuvent avoir vis-à-vis de ce sujet-là. Et on a envie justement un peu plus de sensibiliser à ce sujet et qu'on réfléchisse aussi ensemble à comment mieux inclure et comment avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur ces sujets-là. Si ici il y a des personnes concernées, on espère aussi que c'est un sujet qui rapportera du réconfort et que vous vous sentirez moins seul après ce sujet-là. Petite information, au vu de la durée de ce live, on ne sera pas exhaustive dans les questions qu'on va poser, mais le but, c'est simplement de poser quelques bases et les échanges pourront continuer aussi après ce live. Alors, sans plus attendre, petit tour de table. Oui, alors justement, alors ce que je vous propose, c'est qu'on se présente brièvement pour expliquer d'où on vient, qui on est et pourquoi on est sur cette thématique. Et donc un peu de galanterie oblige. Je vais démarrer avec les invités. Donc Aurélie, si tu veux commencer. Eh bien oui, donc bonjour à tous. Je suis Aurélie Pichot et je suis chef de projet formation et ingénieur pédagogique en freelance depuis peu, mais je suis surtout maman solo depuis 13 ans. Et quand on s'est séparé avec le papa, je travaillais pour une collectivité territoriale. J'avais des astreintes de 7 heures à 20 heures tous les jours. Donc, le rythme et le salaire n'étant pas adaptés avec une vie de maman solo, j'ai changé de boulot. Et les 10 années suivantes, j'ai occupé le poste de responsable d'activité d'un organisme de formation où je pilotais, développais et concevais l'offre pédagogique. Et tout ça conjointement à l'éducation de mes enfants dont j'ai la garde exclusive. Donc, ils sont accueillis chez leur papa la moitié des vacances scolaires seulement. Et je dirais que aujourd'hui, ils ont 16 et 17 ans. Et pour le coup, jusqu'à leur adolescence, j'ai réussi à garder un équilibre entre vie pro et vie perso, ou plutôt vie familiale, parce que la vie perso, quand on est maman solo, voilà. Mais que depuis quelque temps, cet équilibre est quand même devenu très fragile. Voilà. Ok. Merci à toi Aurélie. On verra, on creusera un peu plus dans les questions et tu pourras nous témoigner de ce dont tu as envie, bien sûr. On passe la main à Delphine, qui ne connaît pas Delphine, mais elle va se présenter du coup.
Merci Anthony. Du coup, bah, moi c'est Delphine. Donc je suis ingénieure pédagogique depuis 2015, à mon compte depuis 2019. Moi je me suis lancée quand bah, j'ai accouché en fait, tout simplement. J'ai fait mon congé maternité et je me suis lancée à mon compte. Je suis à mon compte du coup depuis 5 ans. Je suis aussi coach business et de vie depuis 2022 pour les ingénieurs pédagogiques. Et je suis maman solo du coup depuis 1 an et demi, officiellement on va dire. Donc depuis 1 an et demi. Depuis mon fils du coup il a 6 ans aujourd'hui. Donc voilà, forcément bah, comme Aurélie, du coup voilà, il y a des moments où c'est plus ou moins simple. Et, euh, et voilà, on en parlera davantage sur la suite. Merci Delphine. Ah bon, bah, je passe la main à Diana, du coup. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Diana, je vais animer ce live avec Anthony. Je suis également ingénieure pédagogique, conceptrice digital learning et je travaille pour des organisations impact sur les sujets socio-environnementaux. Et du coup je suis la fondatrice d'Aid for Good que je présenterai juste après. De mon côté, je ne suis pas directement concernée sur le sujet, n'étant pas maman ou pas solo. Par contre, j'ai été élevée par une maman solo et j'ai pu voir toutes les difficultés qu'elle a traversées justement pour nous mener à bout. Enfin, pas mener à bout, pardon, mener jusqu'au bout de la majorité. Et voilà, et c'est un sujet qui me touche particulièrement, comme je disais, vis-à-vis des membres de la communauté aussi qui sont concernés par ces thématiques-là. Merci Diana. Et donc Anthony, alors moi je suis plutôt business coach, consultant, formateur et une casquette aussi d'ingénierie pédagogique. Je suis membre F4Good depuis le début de l'année, donc ça va bientôt faire un an. Donc moi je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis concerné indirectement puisque je suis papa de 5 enfants. Donc je vois ce que c'est que le jonglage, mais je ne suis pas solo. On pourra en discuter si besoin en fonction de vos questions. Et donc sans plus attendre, je pense que Diana, maintenant tu vas nous présenter Head for Good. Oui. Un petit point aussi, c'est que vis-à-vis des limites quand on profile nos intervenants et intervenantes, animateurs et animatrices, comme vous remarquerez sur ce sujet-là, on n'a pas de papa solo et prendre en compte que la même situation peut être vécue différemment en fonction des personnes. Voilà, que ça reste uniquement des témoignages. Head for Good, j'ai pas arrêté de teaser en disant je vais vous dire c'est quoi Head for Good, c'est quoi Head for Good. Bon, en petites minutes, nous, Head for Good, notre mission, c'est de réinventer ensemble la pédagogie de demain pour un futur souhaitable. Et pour cela, on va fédérer les pédagogues engagés de tout l'écosystème éducatif. Donc, ça va d'ingénieurs pédas, concepteurs, conceptrices, chefs de projet, formateurs, formatrices, qui exercent dans différentes organisations de l'éducation nationale, enseignement supérieur ou formation professionnelle. On est répartis sur toute la francophonie et on va travailler sur des causes variées, environnement, accessibilité, diversité, etc. Et on va venir co-développer des solutions pédagogiques responsables et engagées pour faire de l'éducation un levier de transformation globale et profonde de notre société. Cette intervention, ce partenariat dans le cadre du sommet, c'est pour venir mêler éthique et humain sur ces sujets-là qui peuvent toucher les freelances digital learning, mais aussi plus globalement toutes les personnes qui travaillent dans l'écosystème éducatif. Et un grand merci encore à Delphine pour l'invitation. Plaisir. Alors, sans plus attendre, on va pouvoir démarrer les questions-réponses. Est-ce que dans le chat, tout le monde est bien là, bien réveillé? On lit vos questions au fur et à mesure qu'on intégrera peut-être au fur et à mesure des échanges. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Et nous, on va être parti pour notre première question pour lancer le sujet. Alors, Anthony, si tu veux démarrer avec la première question. Alors bah oui, tout simplement, question assez simple. Comment être parent solo impacte ta vie concrètement au quotidien, donc que ce soit dans les déplacements, le rythme de travail, la fatigue, la gestion du stress, enfin voilà. Explique-nous, explique-nous, soit Delphine, soit Aurélie, qui veut commencer, comment ça t'impacte au quotidien. Mais- alors, pour le coup, je prends la parole. Allez, En tant que, soyons fous.
Quand j'étais responsable de l'activité de l'organisme de formation, j'avais beaucoup de déplacements à effectuer, notamment pour aller recruter des intervenants un peu partout en France, pour tisser des liens avec des partenaires, rencontrer les stagiaires. Donc ça, c'était vraiment la grosse partie où quand tu es maman solo, c'est pas forcément évident. Et comme pendant les vacances scolaires, mes enfants étaient accueillis une semaine chez leur père, la seconde, je les envoyais chez ma mère et j'organisais mes 2 semaines de déplacement sur ces périodes. Et en fait, au-delà d'une organisation professionnelle, c'est vrai que ce moment-là, ça me permettait aussi de redevenir autre chose qu'une maman. Je bossais, mais à côté, j'avais une vie pro, une vie perso, sans la contrainte d'une vie familiale à assurer. Donc, ça m'a permis de trouver un équilibre, aussi sur cet aspect-là. Après le reste de l'année, c'est vrai que le rythme est soutenu, mais pour le coup, mes enfants ont toujours été une priorité. Donc, en fait, je me suis toujours calée sur les horaires, des accueils périscolaires quand ils étaient petits pour pouvoir terminer ma journée et quitte à retravailler le soir une fois qu'ils étaient couchés, quoi. C'était fatigant, mais je crois que j'étais jeune, donc ça allait. Et en plus, j'avais quand même la chance d'avoir un contrat à 80%. Donc, j'avais mon mercredi de dispo complet pour les enfants et j'avais un revenu qui était suffisant. Donc, j'avais une babysitter, des soirées, enfin, pour partir en soirée et une femme de ménage une fois par semaine. Donc, ça permet quand même de se décharger un peu parce que sinon, c'est pas possible. Je dirais qu'après, quand j'ai eu des revenus un peu moins importants, justement, j'ai dû arrêter tout ça et là, ça a commencé à devenir un peu plus difficile, quoi. Voilà. Bah, merci pour ton témoignage. Est-ce que Delphine, tu veux aussi rebondir sur cette question? Oui, bon, pourquoi pas. Merci pour ton partage, Aurélie, c'est intéressant de t'entendre dessus. Alors de mon côté, oui, ça a eu un impact. Alors aussi, enfin, je pense qu'il y a plusieurs éléments, mais notamment pour les déplacements, c'est le début de ta question. Pour les déplacements, bon, moi j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir été à mon compte et donc beaucoup plus flexible dès le début. Enfin, c'est le choix que j'ai fait, même si en vrai c'était pas facile, mais c'est le choix que j'avais fait. C'est vrai que ça m'a quand même contrainte, mine de rien, à être prête à accepter de refuser des missions quand les clients en fait voulaient vraiment qu'on se déplace et qu'on travaille chez eux. Donc je peux me déplacer, mais c'est vrai que moi je préviens toujours les clients, en fait, les prospects, que il va falloir le prévoir à l'avance. Voilà, il va falloir anticiper et pas très longtemps pour le coup. Alors par rapport à Aurélie, moi j'ai le papa qui le prend un week-end sur deux en plus d'une semaine sur les vacances scolaires, donc ça allège entre guillemets un peu plus. Donc voilà, mais n'empêche que je dois quand même être là le soir, c'est moi qui l'ai toute la semaine, il faut l'emmener à l'école et tout ça, donc ça fait que pour les déplacements, je peux pas trop, j'ai pas trop de personnes sur qui compter pour pouvoir le garder. Donc ça demande voilà, enfin, en plus, je ne suis pas en région parisienne, donc il y a aussi ça qui s'ajoute, c'est qu'à Cherbourg, mes clients ne sont pas à Cherbourg, donc il faut vraiment que je sois prête à perdre des missions potentiellement et accepter du coup ce point-là. En termes de gestion du stress, c'est pas simple non plus. Je suis quelqu'un qui est introverti, j'ai besoin de temps aussi toute seule, assez régulièrement, et c'est pas simple non plus quand on est beaucoup avec son enfant, même si on l'adore. Voilà, des fois on a besoin de moments seuls, donc je me contrains à sortir marcher, à faire du coup du sport pour pouvoir tenir la semaine. Voilà. Merci Delphine. Ouais. Est-ce que ça vous soulève des questions, vous qui êtes connectés? N'hésitez surtout pas, hein, vous pouvez réagir dans le chat. Diana ou moi, on surveille de près. Si vous avez des questions, nos intervenants nos intervenantes, du coup, peuvent y répondre. Diana, est-ce que tu veux enchaîner sur une autre question? Oui, moi, un sujet qui est quand même souvent revenu, je vois, dans la communauté, c'est la perception des autres sur les parents solos. Est-ce que l'une ou l'autre, vous avez déjà eu voilà, des remarques dans le cadre professionnel? Est-ce qu'il y a des exemples sur comment justement vous vous sentez perçu dans le Mm. cadre professionnel notamment? Bah, pour le coup, ouais, c'est une remarque qui est assez générale que j'ai rencontrée à la fois Mm, dans le contexte pro, mais aussi beaucoup dans le contexte perso, en lien mm, avec mon évolution professionnelle. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément eu tendance non plus à étaler ma vie au travail. Je n'ai pas forcément raconté que j'étais toute seule. On savait que j'avais des enfants, mais on savait pas que j'étais solo. Et je rebondis sur ce que Dalpine disait, c'est que j'ai l'impression que ça va aussi un peu ensemble, parce qu'on a tendance à être un peu isolé et à pas avoir nécessairement aussi notre famille à côté qui nous aide et qui nous soutient. Quand on est solo, quoi. Voilà. Et pour le coup, en fait, la remarque, c'est surtout de me dire que j'étais courageuse. Et en fait, c'est pas agréable. C'est un- il y a tout un discours qui tient dans ce mot. Un discours qui sous-entend que ce qu'on a à vivre, c'est difficile, qu'on affronte une épreuve, qu'on met en œuvre des forces dont tout le monde ne dispose pas.
Et pourtant, c'est pas du tout représentatif de ce que j'ai pu vivre ou ressentir. Là, j'ai pas eu l'impression d'affronter quoi que ce soit, juste de faire face à une réalité qui laisse moins de place, mais à la femme. Même pas juste, voilà, c'est surtout à la femme. Et si tant est que parfois ça a pu être difficile, je crois que c'est surtout le regard qui est porté sur les femmes de manière générale, tout court, qui est dur. On les plaint sur des difficultés à surmonter et il y a une injonction qui dédouane de toute aide, en fait. Puisqu'on est courageuse, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de soutien, on n'a pas besoin d'adaptation. Et en fait, ouais, c'est surtout quand bah, mon entreprise a grossi. J'ai eu au début, j'avais un regard qui était hyper positif. Ma directrice était au courant. Et après, il y a eu un regard vraiment stéréotypé qui s'est fait ressentir avec un trop grand écart entre les personnes pour essayer de comprendre les particularités de chacun et d'adapter le travail. Et voilà. Et ce mot courageuse, il, il m'agace, mais profondément. Je suis pas courageuse. Merci Aurélie. Oui, enfin, je rejoins totalement Aurélie. Alors moi non plus, je raconte pas, voilà, que je suis solo de façon générale, à part sur le podcast, parce que ça peut concerner potentiellement du coup les gens qui m'écoutent. Mais avec mes clients, j'en parle pas. Évidemment, pareil, ils savent que je suis maman, parce que des fois, bah, mon fils il est malade, hein, comme tous les enfants. Mais je rejoins totalement Aurélie cette expression-là. En fait, c'est le côté, en fait, t'es courageuse. Et en fait, on n'a juste pas le choix. En fait, ça, c'est voilà, c'est arrivé. Et en fait, on doit juste faire face et on doit juste avancer. Et des fois, en fait, on voudrait juste, ce qu'elle disait Aurélie, c'est pas forcément ce que j'ai ressenti. Bah, en fait, c'est pareil pour moi. En fait, des fois, on aimerait pouvoir se reposer sur quelqu'un, sur des choses, en fait. Et bon, heureusement qu'il y a quelque chose qui existe, hein, mais en fait, des fois, on n'a juste pas envie qu'on nous dise que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas envie qu'on me dise que je suis courageuse. Parce que oui, je peux l'être par moment, mais pour cette situation-là en particulier, bah, c'est juste la vie qui a fait que on se Mm. trouve dans cette situation-là. Donc, c'est pas forcément simple à entendre. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est hyper important de le dire pour les personnes aussi autour, de pouvoir prendre en compte que certaines remarques qui peuvent être faites un peu innocemment comme ça, bah, en Mm. fait, finalement, elles ne font pas plaisir. Donc, on arrêtera, voilà, de dire que les parents solos sont des personnes. Ah, Ah, Eh bien, c'est quand voilà, on connaît la situation. Est-ce qu'Anthony, tu veux enchaîner sur une autre question, peut-être pour bien qu'on finisse de comprendre ce sujet-là avant de parler aussi de solutions? alors, moi, en fait, j'en avais, il y en a une qui m'est venue en vous écoutant, les filles, du coup, justement. C'est, bah, justement, alors évidemment, on va arrêter de dire bon courage à tout le monde. Je pense je crois que dans plein d'endroits, on dit bon courage et on en a marre de l'entendre. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez entendre, alors, de la part des gens autour de vous? Ce serait quoi? Ou peut-être rien du tout? Ou voilà, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait du bien? Ou voilà, on passe à autre chose et c'est un non-sujet et on n'a pas envie d'en parler avec les gens. Voilà. ouais, je crois que c'est ce sur quoi Delphine a rebondi. C'est pas forcément s'entendre dire quoi que ce soit, mais euh, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de mots, on a besoin juste de soutien, d'aide. Mais je pense que quelle que soit ta situation, à partir du moment où elle nécessite des adaptations, c'est juste de considérer l'autre dans sa globalité et voilà, de ne pas avoir de remarques quand tes enfants sont malades ou quoi, de se dire. Ok, on va pas te dire, bah, écoute, il est malade, est-ce que quelqu'un pourrait pas s'en occuper à ta place parce que là, cette réunion, elle est hyper importante ou que le client, quand on est en freelance, puisse comprendre que, bah, oui, effectivement, on va décaler le rendez-vous et que ça, ouais, c'est pas très grave, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est plus des postures que des mots. Je crois qu'on n'a pas on n'a pas vraiment besoin de mots, quoi. Je comprends. Les filles, Mhm. même chose? Oui, oui, je la rejoins totalement. L'exemple que tu as donné, ça m'a rappelé un exemple pendant le confinement, en fait, Mm. où je travaillais. Mon fils, il avait 7 mois, donc il était dans le parc. Et du coup, j'étais en réunion client. Bah, à 18 h, c'était comme ça. Il n'y avait pas le choix. Je pouvais pas rien faire avec mon fils. Il a 7 mois, quoi. Donc, évidemment, il gazouillait. Et en fait, le client m'a dit, bah, Delphine, ton enfant fait beaucoup de bruit. Ok, mais il a 7 mois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Surtout que lui, il avait eu des enfants. Donc, voilà. Donc, évidemment que je ne lui ai pas répondu. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais préféré qu'il fasse pas de commentaires. Mm. Donc, je te Mm. rejoins, Aurélie. Euh, Bah, oui, bah alors justement, j'enchaîne sur la tête la dernière question un peu plus pour comprendre le sujet avant de passer peut-être aux solutions éventuelles. C'est est-ce que vous pensez qu'être parent solo a eu un impact sur votre carrière, que ce soit positivement ou négativement? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez des anecdotes ou vous, votre Ouais. sentiment là-dessus?
Moi, je dirais que ça a eu un impact positif, en fait, mais jusqu'à un certain point. Du fait d'être solo, j'avais besoin d'assurer financièrement la vie de mes enfants, de pouvoir leur offrir la vie qui correspondait à mes valeurs et qui correspondait à ce que j'avais prévu. Et donc, comme j'étais seule, il fallait rentrer une rémunération suffisante. Donc, je me suis beaucoup investie. Donc, j'ai travaillé plus que 35 heures par semaine, même si j'étais à 80%. Mon organisation me permettait quand même de passer du temps avec mes enfants et de pouvoir travailler beaucoup. Et en plus, j'avais la chance d'avoir une partie commerciale sur la vente des dispositifs de formation que je concevais, donc avec une rémunération variable, ce qui me permettait aussi de me dire, bon, bah, OK, à telle période, je bosse beaucoup, à telle autre période, je bosse un peu moins, et de pouvoir rentrer une rémunération suffisante, et donc de développer des nouvelles formations, de monter en compétence sur des domaines d'expertise, d'acquérir des connaissances aussi sur toute la partie marketing, commercialisation, puisque forcément, il fallait vendre. Donc oui, jusqu'au moment où j'ai accédé à des responsabilités plus importantes et où la petite PME est devenue un grand groupe. Et là, il y a eu le revers de la médaille de la promotion avec la rémunération qui est devenue fixe, des heures à n'en plus compter, des réunions à gogo, des objectifs inatteignables du fait des actionnaires. Et là, pour le coup, l'impact a été quand même, alors, sur ma carrière, oui, mais sur moi perso, sur la gestion du stress et sur l'impact sur mes enfants de tout ce stress, là, ça a plus du tout été OK, en fait. Merci Aurélie. Delphine, Merci Aurélie. Alors de mon côté, oui, ça a un impact aussi. Je ne sais pas sur qui ça n'a pas d'impact, mais en tout cas, oui, ça en a pour moi. Moi, quand je me suis retrouvée solo, je travaillais 25 heures par semaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis très orientée travail. J'adore mon travail. Je suis totalement passionnée par ce que je fais, par l'entrepreneuriat. Et je suis aussi, enfin, je tiens vraiment à être ultra présente pour mon fils. Donc je suis beaucoup en train de courir derrière le temps. Je chronomètre tout ce que je fais. Enfin, je suis hyper rigide par rapport à ça aux yeux de certains. Mais bon, je ne peux pas vivre autrement pour le coup parce que je veux être là pour mon fils. Donc moi, en fait, je me suis calée sur les horaires de la maternelle parce qu'il était en maternelle quand je me suis retrouvée seule. Donc en fait, il fallait que tout tienne dans 25 heures. Sachant qu'avant, je travaillais quand même jusqu'à 70 heures par semaine quand il était plus petit. Donc ça a été hyper compliqué de se dire comment est-ce que tu fais pour générer le même chiffre d'affaires, sinon plus, même si j'espérais pas forcément plus au vu de ma situation, et être là pour ton fils, sans le mettre au périscolaire. Bon, je le mettais quand même à la cantine sur la troisième section, ce qui n'était pas le cas avant. Sans le mettre voilà, au périscolaire, en étant là voilà, matin, soir pour lui, en ne vivant pas trop de frustration, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai du mal à gérer vis-à-vis du travail, parce que j'ai envie d'avancer. Pour ceux qui me connaissent, je pense que vous voyez que je fais beaucoup de choses, mais bon, il faut que j'arrive à compenser, que j'arrive à équilibrer en tout cas un minimum, les deux. Euh, et c'est vrai que sur la première année solo, je me suis retrouvée à être, enfin comme je chronomètre tout pour le coup, à 25 heures à travailler par semaine, mais à 28 heures vraiment avec mon fils. Donc je suis beaucoup plus avec mon fils que au travail, mais j'ai besoin d'être ultra efficace. Donc ce que ça oblige, ça, c'est déjà à étaler le travail du lundi au dimanche. Ça tient pas en fait sur du lundi. Enfin, en tout cas pour moi, je peux pas. Je tiens absolument pas. Ça demande de pas se coucher trop tard. Ça demande de potentiellement mettre sa vie sociale de côté parce que tout tourne pour moi en tout cas autour de mon fils et de mon travail. Mais c'est un choix, hein, mais c'est juste qu'il faut être conscient des choix que ça implique et assumer derrière. L'étalement du temps de travail des 25 heures, même si là depuis la rentrée j'ai repris à 35 heures, je l'ai mis au centre le mercredi, ça demande quand même voilà, de se dire c'est quand même du lundi au dimanche et par exemple là à long terme en termes de projection, je sais pas si ça me conviendra tout le temps, parce que c'est quand même énorme de travailler du lundi au dimanche et de se dire, en fait, voilà, on n'a pas forcément de vraies pauses. Et des fois, je m'impose des pauses le dimanche, mais c'est pas toujours facile, quoi. Voilà. merci Delphine. Zana, je te laisse Euh, rebondir du coup sur les solutions. Complètement. Vous nous amenez déjà des réflexions sur, là, comme tu le disais, Delphine, sur le fait d'adapter ton emploi du temps par rapport au planning finalement de tes enfants pour trouver un compromis Mais entre les deux. heureusement. Ouais, heureusement. Mais justement, est-ce qu'il y a d'autres aménagements, adaptations que vous avez mis en place? Il y a la question des horaires, on a parlé un petit peu des dépassements, télétravail. Delphine, dans nos discussions, tu nous avais aussi parlé de la question du statut, qui peut être intéressante à prendre en compte. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont aussi mis en place des choses pour vous aider dans ces adaptations? Et je compléterai avec une question d'une personne du chat qui dit, mais
dans tout ça, est-ce que vous arrivez quand même à trouver des moments pour vous? Voilà, en tant que femme, avoir des sorties avec des amis, des moments massage, spa, ça peut être top, même si c'est très ponctuel. Dis Aurélie. Ouais, pour le coup, dans les aménagements, voilà, déjà, moi, j'étais en région parisienne quand on s'est séparés, j'ai quitté la région parisienne. L'OF qui m'a recruté, donc m'a recruté sur un statut où j'avais un petit salaire fixe et le reste en rémunération et a accepté que je sois en télétravail total. Donc, c'était il y a 10 ans, avant le confinement et avant que ce soit à la mode. Et j'avais et pareil, on a convenu ensemble du fait que j'avais une liberté totale sur l'organisation de mon activité. Donc là, quand je t'entendais, Delphine, oui, moi aussi, je bossais le samedi, le dimanche, et pour pouvoir avoir du temps, donc les enfants, plus ils grandissaient, plus ils faisaient des grasses mat les week-ends, et plus ça me laissait du temps pour pouvoir bosser le matin. Euh, voilà, donc ça, et pareil, moi j'essayais de faire en sorte de plutôt bosser le soir une fois qu'ils étaient couchés, plutôt que le matin, pour pas les déposer à l'accueil du matin à 7 heures et pouvoir les déposer à l'école tranquille, quoi. Euh, voilà, après ça a été un peu dur quand même d'être en télétravail total, donc j'avais une prime en plus pour être en télétravail, donc ça c'était cool. Mais j'ai fini par partir dans un espace de coworking parce que justement, pour cette réponse vie perso, non, elle a toujours été associée à ma vie pro, en fait. J'ai jamais pu avoir une vie perso réelle, concrète. Par contre, dans mon domaine, enfin, une fois que j'allais à l'espace de coworking, j'avais mes moments où je pouvais être que moi, pas parler de mes gosses et voilà, et bosser et en même temps être avec des collègues qui faisaient complètement autre chose dans cet espace et donc pouvoir un peu penser à autre chose, quoi. Voilà, des séances de spa, massage en même temps, c'est pas mon truc. Donc, non, et puis c'est ce que disait Delphine, enfin, c'est un choix. À un moment donné, si tu aimes ton boulot et que tu aimes tes enfants, ben, oui, il y a pas la place pour tout, quoi. Voilà. Delphine, est-ce que tu as envie de compléter? Merci beaucoup Aurélie pour ce partage. Merci Aurélie. Oui, alors ce que j'ai mis en place, justement, moi, c'est le contraire d'Aurélie par rapport au réveil tôt le matin. Moi, je mets le réveil, alors c'est pas tout le temps, parce que des fois je suis vraiment KO, mais quand je peux, quand je le sens, je mets le réveil du coup plus tôt. Donc moi, c'est plutôt entre 5h30 et 6h parce que je suis plus efficace le matin. Alors c'est quelque chose qui a été aussi difficile à vivre, c'est que je sais que je suis très efficace le matin, mais que je peux pas me permettre de me lever tous les matins à cette heure-ci et après, il faut préparer le petit. Mais voilà, si j'arrive à avancer 1 heure, je suis déjà contente en fait de me dire, bah voilà, j'ai pu avancer avant de m'occuper du petit et de l'emmener à l'école et là de reprendre. Parce que clairement, pour moi, enfin, l'heure après le dépôt à l'école, c'est trop tard en fait pour commencer. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Donc voilà, c'est vrai que j'essaie de m'astreindre à pas travailler le soir parce qu'en fait, c'est vrai que moi, tout l'enjeu, c'est de réussir à me lever. Normalement, je suis une grosse dormeuse avant d'être maman. Et sauf que depuis que je suis maman, je ne peux pas du coup dormir autant que j'en ai besoin. Donc je sais que si je me couche trop tard, je vais avoir du mal à me lever. Et après, c'est lui qui va être en retard à l'école à cause de moi. Donc j'ai toujours cet enjeu-là tous les soirs de il faut que je me lève demain matin. Donc je préfère du coup me coucher tôt, à peu près comme lui. Et puis ensuite, du coup, me lever très tôt pour avancer avant de l'emmener à l'école, juste pour faire baisser mon niveau de stress, en fait, tout simplement. Je ne fais pas de sport le matin, j'y arrive pas. Mais par contre, travailler un peu le matin avant de le déposer à l'école, ça m'aide pas mal. Euh, j'ai quand même, alors comme je disais tout à l'heure, je m'impose donc du temps pour moi. Alors quand je le laisse au périscolaire maintenant le soir après l'école, certains soirs, bah là en fait c'est le moment que je prends pour aller marcher, pour faire mon sport et je me l'impose vraiment avant qu'il rentre parce que dès qu'il rentre, bah encore c'est toute la routine pour le mettre au lit et tout. Et évidemment, je peux pas faire de sport à 21h ensuite. Donc voilà. Il y a un point sur lequel enfin j'avais parlé enfin avec enfin en off avant, c'est au niveau du coup effectivement du statut. Alors, j'ai pas de solution par rapport à ça, mais je suis dans ce problème-là depuis à peu près 1 an et je voudrais le partager avec les personnes qui pourraient être concernées. Si jamais vous êtes inscrit à la CAF, donc à la CAF, donc on a le quotient familial du coup qui permet de savoir combien on va payer la cantine, l'école et toutes ces choses-là. Donc, qui est associé du coup forcément au quotient familial. Quand on est à notre compte, alors moi quand je m'étais inscrite au début, j'étais donc en micro-entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils prennent le chiffre d'affaires en compte. Donc juste attention à ceux qui ont des charges quand ils sont en micro-entreprise, parce que la CAF ne prend pas en compte les charges qu'on peut avoir quand on est en micro. Donc ils prennent vraiment votre chiffre d'affaires. Donc vraiment attention si jamais il y en a qui ont des charges qui excèdent le pourcentage qu'ils retirent. Donc il me semble que c'est 34, un peu comme pour les impôts, 34%.
si jamais ça dépasse, parce que bah, vous serez perdant en fait par rapport aux aides par rapport à ça. Et ensuite, je suis passée en entreprise individuelle, notamment parce que moi, j'avais beaucoup de charges et que j'en avais marre que ce soit pris en compte par personne dans le pays. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je passe en entreprise individuelle. J'ai déclaré à la CAF. Alors, la CAF peut prendre aussi un temps avant de comprendre que l'entreprise individuelle au réel n'est pas la micro-entreprise. Donc là, il faut être derrière eux pour qu'ils le prennent en compte. Et à partir de là, ils peuvent prendre en compte vos charges, mais à partir du moment où vous avez votre bilan. Donc, le bilan, il n'arrive pas avant un an. Donc ça veut dire que pendant l'année en question, vous déclarez votre chiffre d'affaires mensuel et en fait ils font comme si vous étiez en micro et ils prennent en compte du coup le chiffre d'affaires. Et moi je me suis retrouvée dans une galère assez improbable pour le coup où en fait bah, ils prenaient en compte mon chiffre d'affaires alors que j'ai une grosse différence entre mon chiffre d'affaires et ce que je me verse à titre personnel parce que j'ai beaucoup de charges. Et donc, ça fait que toutes les aides auxquelles j'aurais pu avoir droit, en fait, bah, je n'y ai pas eu droit. Ou alors, temporairement, après, ils ont demandé le remboursement. Enfin, ça a été vraiment un an d'échange avec eux et de grosses, grosses galères. Donc, faites vraiment attention. Si jamais bah, vous êtes dans un de ces statuts, il faudrait être assimilé salarié pour avoir, pour que mensuellement, ils prennent en compte vraiment vos charges. Sinon, il faudra attendre le bilan et ça peut aller jusqu'à le passage en commission, ce qui a été mon cas pour qu'en fait juste tout se rétablisse et qu'ils prennent en compte du coup les différents éléments. J'ai rien trouvé sur les forums par rapport à ça, donc comme j'ai expérimenté, voilà, faites attention si c'est votre cas un jour. Merci beaucoup pour la mise en garde. En tout cas, vis-à-vis de nos échanges, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui ressortent sur bah, la réalité de la situation, de la perception des personnes et sur finalement bah, quelques solutions que vous avez trouvées pour réussir à continuer avec cette situation-là et continuer à trouver une sorte d'équilibre finalement entre travail et vie de famille, même si on entend que c'est pas toujours évident. Et nous avez tout notre soutien là-dessus. On arrive à la fin de ce live. Est-ce que vous auriez chacune un dernier conseil, voilà, en quelques mots, à laisser aux personnes qui nous écoutent, qui pourraient être dans la même situation finalement? Ou aux personnes finalement qui ne sont pas dans la situation, mais avec qui on est au travail Oui, ouais, bah, en aussi. fait, moi je crois que le conseil, c'est surtout que, bon, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, notre situation perso, elle ne concerne pas nos clients ou les personnes avec qui on travaille. En revanche, on a des impératifs et je crois que qu'on soit maman solo, parent de 5 enfants ou même en couple et sans enfants, euh, on a chacun une vie perso et des impératifs qui se doivent d'être posés. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir de mon expérience, c'est que notre valeur pro, elle dépend pas de nos conditions et on ne peut pas faire passer le professionnel avant notre choix de vie, en fait. Et pour le coup, je pense qu'on doit caler notre vie perso et adapter notre travail à ça. Ben, un peu comme Delphine disait, c'est-à-dire que si c'était 25 heures pour le boulot, parce que 28 heures avec son fils. Et voilà, c'est tout, c'est pas négociable. Et en fait, ça marche vachement mieux. Et je pense que c'est ce qui libère du stress complètement et qui permet bah, voilà, d'être assez assuré quand on pose les choses. Moi, je l'ai vu, hein, quand j'ai posé les choses avec un impératif, bah, ça a été accepté. Et à partir du moment où je me suis pliée aux normes, là, ça a commencé à devenir difficile, quoi. Merci beaucoup. On retient. Notre vie perso, ça nous concerne. Mm. Mais quand même, soyez clément sur les moments où il faut aller chercher les enfants. Pour compléter ce que dit Aurélie, alors moi, ce serait pour tout le monde, alors bon, pour les personnes qui sont dans les situations comme les nôtres ou même pour tout le monde, c'est vraiment, enfin, je vous encourage à prendre le temps et par rapport à la question justement de Valérie, à prendre le temps pour vous. Vraiment, prenez soin de vous parce qu'en fait, tout part de vous, peu importe ce que vous allez faire, vos projets, enfin, votre relation avec vos conjoints, votre relation avec vos enfants, votre entourage. euh, Enfin, je parlais de non négociable, Aurélie, et pour moi, ça doit être un non négociable aussi de prendre le temps, en fait, pour nous, en fait, de faire quelque chose qui nous plaît, même si c'est pas tout le temps, mais essayer, voilà, ponctuellement, de se dire, bah voilà, je vais faire un truc que j'aime bien, même si c'est un petit truc, entre guillemets, même si pour moi, il n'y a rien de petit. Voilà, prenez soin de vous, en fait, tout simplement, pour que bah, vous puissiez arriver au bout de tout ce que vous voulez faire, en fait, tout simplement. Merci beaucoup Merci pour ce très Delphine. bon conseil de fin. Voilà. Prendre soin de soi. Anthony, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de fin avant qu'on remercie tout le monde pour ce live? Bah écoute, je crois que vous avez assez résumé. Ma philosophie, c'est de dire qu'on fait sa vie pro en fonction de sa vie perso. Donc je pense que là, vous incarnez complètement ce que j'aime prôner aussi avec mes clients et les gens autour de moi. Donc c'est super. J'aime aussi dire que pour moi, il n'y a pas de vie pro et de vie perso, il y a la vie.
et que les gens qui pensent que ce qui se passe dans le perso, ça se voit pas dans le pro, ou le pro, ça se voit pas à la maison, bah, ils ont tort. C'est pas une frontière infranchissable et que la vie, c'est comme le vélo. En fait, on garde l'équilibre que quand on avance. Voilà. Donc, du coup, il faut avancer et cet équilibre, il change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait une question sur les difficultés des âges des enfants. On n'a pas le temps de répondre, mais chaque âge a une difficulté différente et donc, du coup, bah, on avance, mais comme on avance, on garde l'équilibre. Et donc, bah, bravo à tout le monde. Et on ne dit pas bon courage. Bravo à tous. Merci. Diana, tu veux le garder le mot de la fin? Ah, Yann est partie. Ah non. Diana a perdu la cam. Ah voilà, Diana, mot de la fin pour Diana. Voilà, désolée pour ce petit problème de connexion. Bah, moi, je voulais vous remercier à toutes et tous pour votre participation et pour bah, vos partages sincères. Je trouve que ça nous donne une bonne idée quand même de la situation, de comment être dans une posture beaucoup plus de soutien finalement, et même nous, dans nos collègues au travail, mais même si on a des apprenants aussi qui sont des parents, penser à ce que ça peut être de prendre en compte ces situations-là pour s'adapter au mieux et que ce soit une expérience voilà, agréable et bienveillante pour tout le monde. Merci à toutes les deux pour vos partages. Merci Anthony d'avoir co-animé ce live avec moi. Et puis, bah, merci à tous les participants et participantes dans le chat pour vos questions. Merci à tout le Merci. monde.